Alors, mesdames, messieurs, tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à Villeneuve-Saint-Georges. La place du transport ferroviaire des marchandises est ici très particulière. Jadis, le plus grand triage d'Europe, au nombre de wagons débranchés, Villeneuve-Saint-Georges est au cœur d'un ensemble ferroviaire et d'une concentration logistique plus que remarquable. Mais vous le savez, l'activité du triage a cessé en 2010. Je pense, comme mes amis cheminots, que cette décision n'était pas fatale. Elle a été dictée par des considérations financières, davantage que guidée par l'intérêt général. La politique des transports, singulièrement le transport de marchandises, constitue un aspect essentiel de la relance de l'activité industrielle, de l'économie et de l'emploi. Elle est aussi un des piliers de l'aménagement du territoire, un facteur de cohésion sociale, un levier indispensable à une politique soucieuse du développement durable. Sur les transports, on demande une vraie réforme, une refonte du système de transport. On a de grandes inquiétudes sur ce qui nous attend en 2016 avec les décisions qui seront prises entre l'État et la SNCF sur les trains intercités. On risque de se réveiller avec une gueule de bois après la COP21 en 2016 avec la suppression de trains. Quand on touche la question des transports, on est un peu sur le noyau dur des échanges internationaux, des choix financiers qui sont faits au niveau mondial. Et naturellement, les coûts des transports, non seulement celui des marchandises, est tellement sous-tarifé, et comme on le dit régulièrement, il n'est pas un frein aux délocalisations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une mobilité, ce qu'on appelle la mobilité parasite, qui se multiplie de par le faible coût du transport routier notamment. Et nous, on porte l'idée qui avait été mise en avant au Grenelle de l'environnement, et partagée d'ailleurs, c'était de faire du fret ferroviaire fluvial et le cabotage maritime un intérêt général, déclaré d'intérêt général. Parce qu'on considère que quand on parle de santé publique, quand on parle d'aménagement du territoire, quand on parle de relocalisation industrielle, eh bien on est bien dans l'intérêt général, et donc ça doit être sous maîtrise et contrôle public. Et nous, on parle d'un véritable, pourquoi pas, travailler sur un véritable service public du transport de marchandises répondant justement de cet intérêt général. Les investissements désormais sont recentrés sur l'Île-de-France, avec notamment un projet dans Paris, dans le 18e arrondissement de Paris, sur lequel je reviendrai peut-être tout à l'heure, qui est le projet de Chapelle Internationale, qui est un projet qui a vocation à faire revenir du fret ferroviaire dans Paris pour la logistique urbaine, la logistique du dernier kilomètre. Donc je tenais à saluer la qualité de l'étude qui nous a été présentée en fin de matinée tout à l'heure, et apporter peut-être tout à l'heure mon témoignage sur la possibilité que refaire du fret ferroviaire, c'est possible. Je regrette l'absence de la direction fret SNCF. L'autorité organisatrice, ça ne peut être que l'État, en lien évidemment avec les besoins locaux, régionaux, mais le coordinateur d'une politique des transports, ça ne peut être que l'État. Et les moyens pour développer cette politique nationale, l'entreprise publique nationale SNCF. En Île-de-France, il y a une facilité, comme le disait mon collègue, on a des infrastructures existantes. On ne les utilise pas, ou plus, parce que ça a été un choix politique à un moment de dire « Ah ben non, on va faire du routier ». Il y a des opportunités immenses. Je ne sais plus combien est le chiffre, mais je crois que le chiffre que j'ai en tête, je crois que c'est 45 millions de tonnes de déblais qu'il va falloir gérer avec la construction du Grand Paris Express, de ce qu'il va falloir sortir avec les tunneliers. Très sincèrement, je pense qu'aucun maire d'Île-de-France ne veut voir passer des norias de camions dans sa ville pour évacuer tout ça. Ça redonne aux ferroviaires et aux fluviales une opportunité comme rarement il y a eu en Île-de-France pour montrer que ça peut être beaucoup plus acceptable que le camion et qu'en plus, il y a un débouché. Une des grandes batailles politiques publiques et politiques qu'il faut mener, c'est sur cette question des coûts. Parce que nous vivons dans le monde de l'hypocrisie la plus totale, ou plus exactement dans un monde où l'essentiel des coûts induits par la domination outrancière du transport routier par marchandises sont en vérité externalisés par ceux qui font du transport routier sur le dos de la collectivité. Il faut traiter cette question comme une question de société, effectivement. C'est-à-dire et mettre sur le grill les discours pas démagogiques, qui des fois posent des vrais problèmes, mais qui en vérité, en ne traitant pas celui-là, celui que vous posez, racontent des histoires aux gens.
Donc on ne réglera pas le problème de la COP21, c'est-à-dire le problème de l'émission de gaz à effet de serre, quand on sait la place des transports polluants dans ça, sans traiter le problème du ferroviaire. Tout le reste, c'est du baratin. Quels sont les atouts nécessaires pour que nos ports regagnent de la compétitivité? Parce que je pense qu'on ne peut pas juste faire le constat d'avoir cette façade maritime énorme avec tous ces ports et de dire, bon, ben, on va continuer à ne pas jouer dans la cour des grands. Ça serait de travailler fortement la question de l'infrastructure. Et alors ça, Pierre Laurent l'a dit à plusieurs reprises, c'est de regarder la question de la dette et de regarder les questions d'investissement. Et ensuite, en termes gestionnaires d'infrastructures, je pense que SNCF Réseau doit reprendre les réseaux portuaires. Dans les difficultés de lancement du port, de la gestion de l'EF Terminal, de l'ouvrage qu'on vient de livrer, il y a justement le fait de la désorganisation des opérateurs de transport combinés entre eux. Quand on a monté le projet, il y a 5 ans à peu près, dénoué vraiment pour le lancer il y a 3 ans, les opérateurs de transport combinés, même entre eux, coopéraient. Aujourd'hui, ils se tirent la bourre. Point à la ligne. J'allais dire SNCF. J'aurais voulu en dialoguer avec la direction fret SNCF, mais effectivement, on lui attribue la chaise, donc il n'y a pas de souci. On ne lui demandera rien. Montreux, un projet d'1 million de tonnes, quand même, ce qui n'est pas négligeable pour la région Île-de-France, pour donc amener du calcaire, du calcaire dur depuis Périgny, depuis la Bourgogne jusqu'à Montreux, et après desservir les centrales à béton de la région Île-de-France par des barges. Donc c'est un projet qui date d'un certain nombre d'années, qui avance très 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 doucement. Et là, il manque le partenaire de la chaise vide. Bon, je ne veux pas dire du mal de ceux qui sont absents, mais on ne sent pas une implication, je dirais, commerciale au bon sens du terme de fret de SNCF Réseau par rapport à ces problématiques-là. La réforme du système ferroviaire ne prévoit pas plus le financement du système qu'elle n'aborde le fret ferroviaire. Elle impose néanmoins que les futurs investissements d'infrastructures ferroviaires soient rentables. Jamais sur ces bases, le TGV n'aurait vu le jour. En entérinant légalement la concurrence faussée entre modes de transport au profit du mode routier, elle met en péril des milliers de kilomètres de lignes, tout en enjoignant le système ferroviaire à s'autofinancer. Pour sortir du paradigme du tout routier et agir véritablement pour le climat et contre la pollution atmosphérique, de véritables engagements doivent être pris à la veille de la COP21, au risque d'assister à une énième conférence environnementale sans lendemain.